Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le président de la République a présidé un conseil des ministres avec à l'ordre du jour ce mercredi la ratification d'un accord de prêt de 30 milliards de francs CFA pour financer l'axe Bouaké-Kanawolo. Vendredi, c'est la fête de l'amour et les commerçants saisissent cette occasion pour attirer la clientèle. Tour d'horizon dans la commune de Cocody dans ce journal. Et puis, 3 candidats sont en lice pour succéder à Moussa Faki Mahamat à la tête de l'Union africaine, vous verrez. Je vous le disais, le président Alassane Ouattara a présidé ce mercredi un conseil des ministres au palais de la présidence. À l'ordre du jour, la ratification d'un accord de prêt de 30 milliards de francs CFA pour financer une partie de l'axe Bouaké-Kanawolo. Pierre Dipomélin à Tanguy Conan. La poursuite de la construction de l'autoroute du Nord a fait partie des échanges au cours du Conseil des ministres de ce mercredi, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. La prochaine étape est l'axe Bouaké-Kanawolo, long de 130 km. Le gouvernement a obtenu un accord de prêt de 30 milliards de francs CFA qui constitue un financement partiel. Le décret de ratification de cet accord de prêt a été annoncé par le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. L'accord de prêt d'un montant total de 30 milliards de francs CFA conclu le 14 mai 2024 entre la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet de construction de l'autoroute Bouaké-Kanawolo, notamment le tronçon Bouaké-Kobo, long de 69,5 km en 2 fois 2 voies. L'objectif visé est d'accompagner la croissance du trafic routier sur le corridor reliant Bouaké-Kanawolo et les pays de l'Interland. À terme, la nationale A3, dont la construction en 2 fois 2 voies, finira sa course à la frontière nord de la Côte d'Ivoire. Et justement, la gestion des finances publiques était aussi au cœur des discussions du côté de la Direction générale des marchés publics. Réunie en atelier, elle a fait le bilan de l'année écoulée, tracé les grandes lignes de ses actions pour 2025. Le reportage de Moussa Nikema et de Cheikh Bleu. La Direction générale des marchés publics, soucieux d'améliorer la gouvernance de son système, a initié un séminaire bilan de l'année écoulée. Objectif : mettre en place un mécanisme dynamique de gestion efficace des dossiers. De 2021 à 2023, le nombre de requêtes traitées est passé de 9 586 à 13 249, soit une augmentation de 38,2%. Le montant des marchés approuvés à fin décembre 2024 s'est énormément accru. La situation des petites et moyennes entreprises a connu une embellie en 2024. Plus de 2000 opérations ont fait l'objet de contrôles a posteriori dans 24 différents ministères. Sur une prévision totale de 1500 acteurs, plus de 2500 ont bien été formés en région qu'à l'échelon central sur la procédure de passation des marchés publics et sur le SIGOMAP. Autre point majeur de la rencontre, définir les grandes orientations de l'exercice 2025. Il s'agira pour vous de faire preuve de plus de rigueur et d'assurer la maîtrise des délais dans l'instruction des dossiers des marchés publics. Je vous invite à multiplier les actions de sensibilisation et de formation des acteurs de la chaîne de passation des marchés en vue d'accroître davantage le recours aux procédures concurrentielles. L'année 2025 s'annonce prometteuse et la DGMP est appelée à jouer un rôle essentiel dans l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement. Je sais pouvoir compter sur votre sens du devoir pour faire face aux défis qui s'attachent à une exécution optimale des missions qui vous sont dévolues. Au cœur de l'atelier, la présentation des différents plans d'action stratégiques et le mode opératoire dans le traitement des différents dossiers à venir pour l'année 2025. De l'économie à la lutte contre la fraude, avec plus de 2000 tonnes de riz impropre à la consommation qui ont été saisies à Yopougon. Une opération coup de poing menée par le Comité national de lutte contre la contrefaçon avec l'appui des forces de l'ordre. Les détails de Moussa Nikema et de Karine Kassi. Zone industrielle de Yopougon. Dans cet entrepôt, plusieurs sacs de riz suspectés d'avarie. Dans un autre local,
Juste à côté, on découvre environ 2000 tonnes de riz avec la même suspicion. Sur le sol ou dans de grands bacs, on découvre le même riz, dans de mauvaises conditions, prêt à être emballé, dans des sacs vides. Alertés, les agents de la lutte contre la contrefaçon mettent l'entrepôt sous saisie. Suite à une information anonyme, dans le cadre donc de notre travail, nous avons eu à inspecter ces locaux et nous avons découvert qu'il existait 2 entrepôts où ils faisaient la production de riz avarié. Dans cet entrepôt-ci, on pense que c'est des centaines de tonnes de riz avarié. Dans l'autre entrepôt, on est autour de 1000 sacs de 25 kilos chacun. Donc immédiatement, nous avons appelé nos collègues. Nous les avons appelés, ils sont venus, ils ont aussi fait les mêmes constats que nous. Et donc, ils vont sélectionner des échantillons et faire des analyses. Mais à ce stade-là, ce qui a pu être constaté, c'est qu'il y a des problèmes au niveau de la conservation donc de ces produits. Il y a des problèmes au niveau de la qualité. Ils n'ont pas non plus des instruments pour pouvoir faire le nettoyage, etc., des riz avant de les mettre dans les différents sacs. L'entrepôt va être mis sous scellé par le ministère du Commerce et donc il va se charger donc de mener toutes les enquêtes, toutes les analyses, toutes les investigations et les reverser aussi au procureur pour que si des individus doivent être poursuivis, le soient et pour protéger aussi la santé de la population ivoirienne. Pour nécessité d'enquête, les responsables trouvés sur les lieux ont été interpellés par les forces de l'ordre. Si les faits sont avérés, ils encourent des peines privatives de liberté et des amendes qui vont jusqu'à plus de 50 millions de nos francs. Sur le terrain politique, le RHDP se prépare activement pour 2025. Après avoir rencontré députés et sénateurs, le secrétaire exécutif Cissé Bakongo a échangé avec les présidents des conseils régionaux. Objectif, mobiliser les forces du parti pour le scrutin à venir. Le constat de Pierre Dipomela. Les présidents des conseils régionaux RHDP face au secrétaire exécutif Cissé Bakongo, qui poursuit sa série de rencontres avec les élus du parti en prélude aux futures échéances électorales. Il s'agissait pour lui de sceller l'union et mettre les cadres du parti en ordre de bataille en cette année électorale. Nous sommes en année électorale. Nous sommes convenus donc sur cette idée que nous ne pouvons pas partir à ces élections en rang dispersé. Il faut que nous soyons soudés et pour être soudés, il faut qu'on identifie toutes les préoccupations, toutes les frictions qui peuvent exister entre les uns et les autres, qui pourraient, si elles n'étaient pas résolues, paralyser la marche du parti. Nous voulons gagner les élections prochaines 2025 avec notre candidat, le président Alassane Ouattara. Il n'y a pas de petites élections chez nous, il n'y a pas de petits adversaires. Toutes les élections sont importantes, tous les adversaires sont importants. Comme tel, il faut donc que nous soyons prêts, et donc c'est ce que nous avons commencé à faire. Les présidents de conseils régionaux venus en grand nombre ont pris la pleine mesure de cette année charnière pour le parti qui lutte pour la conservation du pouvoir. Le RHDP, jusqu'à preuve du contraire, est le premier parti de Côte d'Ivoire. Nous le disons, nous l'affirmons, mais il s'agit, dans les faits, dans la réalité de tous les jours, de le démontrer. Et un parti est fort sans doute par la détermination de ses militants, mais il est fort également par l'union qu'il affiche. La campagne n'est certes pas ouverte, mais on dit qu'il va aller loin, menace comme tout. Nous sommes donc retrouvés en tant que responsables de partis au niveau de nos différentes régions pour pouvoir faire le point et avancer. Nous sommes ici naturellement pour cela, pour nous assurer que nous sommes tous mobilisés, pour échanger les bonnes pratiques, consolider nos initiatives et faire en sorte que notre victoire soit assurée, garantie, en octobre prochain, dès le premier tour. Après les députés, sénateurs et présidents de conseils régionaux RHDP, la série de rencontres va se boucler avec les maires. La Cour d'Abidjan a rendu son verdict dans l'affaire de l'attaque du camp militaire d'Anokwakouté en avril 2021. Damana Picasse, Ikpolagui et Koua Justin ont été condamnés chacun à 10 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Pierre Dipomela. Damana Adia Picasse a été condamné ce mercredi par la Cour de justice de première instance d'Abidjan Plateau à 10 ans de prison
pour l'affaire de l'attaque du 2e bataillon d'Abobo. Le cadre du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire écope aussi de 5 ans de privation des droits civils et politiques et 5 ans d'interdiction de paraître sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de sa région natale et d'Abidjan. Quant à Kwa Justin, il a été également condamné à 10 ans de prison, 5 ans d'interdiction de paraître sur toute l'étendue du territoire national, à l'exception de Korogo, son lieu de travail, et Abidjan, son lieu de naissance, pour trouble à l'ordre public. L'affaire de l'attaque armée contre le 2e bataillon d'Abobo remonte à la nuit du 20 au 21 avril 2021. Un raid mené contre cette caserne militaire avait fait 3 morts parmi les assaillants et un soldat ivoirien tué. Selon l'accusation, Damana Picasse, en exil à cette période, était le financier de l'opération. L'actualité, c'est aussi le Sage Africa Tour, un événement sous-régional consacré à l'intelligence artificielle. Il s'est tenu hier mardi à Abidjan et a mis en avant les opportunités offertes par l'IA, comme nous le montre Mardoché Kwasi et Cheikh Bleu dans ce reportage. Transformer l'intelligence artificielle en moteur de croissance, d'innovation et de compétitivité, apportant des solutions adaptées aux besoins économiques et technologiques de l'Afrique, c'est l'objectif des initiateurs de ce salon. Une occasion pour ces derniers de présenter et mettre en œuvre les dernières innovations en termes d'application et d'intelligence artificielle, une opportunité pour les employés et les chefs d'entreprise. Et va permettre en fait à nos entreprises, à nos utilisateurs de pouvoir avoir un assistant collaboratif qui va leur permettre d'améliorer en fait leur prise de décision, d'améliorer leur quotidien, de retirer des tâches répétitives et chronophages et de leur permettre d'être en pleine puissance de leur solution de gestion pour accroître leur croissance. Nous, on ne voit pas ça comme une menace parce qu'on voit ça vraiment comme un outil en fait, qui va permettre de booster les employés, les collaborateurs et leur permettre de prendre encore une fois les meilleures décisions au meilleur moment. On ne sera pas remplacé par l'IA, mais on sera remplacé par une personne qui utilise l'IA mieux que nous. Aujourd'hui, on est dans une révolution qui est pour moi plus grande que la révolution Internet. Toute la société aujourd'hui va être transformée par l'avènement de l'intelligence artificielle. Les solutions proposées lors de ce salon d'Abidjan touchent plusieurs domaines, notamment la gestion financière et la centralisation des données. Des innovations au cœur des stratégies de transformation des entreprises qui répondent aux défis d'un continent africain en pleine mutation digitale. Et à J-2 de la Saint-Valentin, boutiques, hôtels et restaurants se parent de rouge pour célébrer l'amour. Tour d'horizon dans la commune de Cocody avec Faltia Koulibaly et Kim Werik. Des ballons, des pétales, du champagne. L'ambiance est déjà au rendez-vous dans cet hôtel de la commune de Cocody où l'amour semble flotter dans les airs. À 2 jours de la Saint-Valentin, les agents s'affairent à transformer les lieux en un écrin de romantisme. Chaque pièce est minutieusement décorée pour accueillir les amoureux en quête d'une soirée inoubliable. Nous avons commencé à préparer notre Saint-Valentin depuis le début de l'année. Donc on va dire depuis 1 mois et demi, on est en train de préparer cette fête de l'amour. Depuis 3 semaines, on a beaucoup d'appels et depuis 2 semaines, on a des réservations fermes. On a le package qui allie le dîner et le package dîner-hébergement. La Saint-Valentin est une période où le chiffre d'affaires sur tout ce qui est événementiel porte son fruit. Mais l'effervescence ne se limite pas aux hôtels. À la Riviera 2, une boutique spécialisée s'active également, où les préparatifs battent leur plein. Des roses naturelles, des nounours, des pics de chocolat s'assemblent avec soin dans de magnifiques coffrets prêts à être offerts en gage d'amour. Chaque détail compte pour faire de cette fête un moment magique. Déjà, on utilise les roses naturelles pour marquer le coup parce que les roses artificielles, c'est un peu compliqué. Les roses naturelles transmettent plus d'amour et comme c'est après-demain, on a un premier stock qui est arrivé, de sorte à être mieux préparé pour les commandes qu'on aura. En fonction de votre budget, on peut vous orienter. Vous avez des bouquets de fleurs avec chocolat, sans chocolat. Peut-être que la Saint-Valentin a une connotation de femmes qui reçoivent, donc c'est plus des hommes qui offrent et puis les femmes. Ça vient, mais en tout cas pas en grande quantité. La Saint-Valentin, c'est vraiment le jour du marché, quoi. Donc on profite pour avoir en tout cas le maximum de commandes, de revenus. Un peu plus loin, à Blocos, c'est en cuisine que l'amour se mijote. Le chef Hussein, réputé pour sa créativité culinaire, met les petits plats dans les grands pour séduire les papilles des couples. Pour l'occasion, il a imaginé des menus spéciaux, aux saveurs exquises et aux présentations élégantes, afin d'offrir à ses clients une expérience gustative mémorable. On a fait un menu
pour la Saint-Valentin un peu varié pour que le client puisse avoir au moins un choix par rapport à ce qu'il veut. Il y a du poisson et de la viande. Et on a 3 entrées, 2 froides et puis une entrée chaude. En entrée, nous avons du roast beef à l'anglaise. C'est de la viande comme en entrée. Après, on a du mozzarella de buffle. C'est la bufala, on appelle en italien. Et on a une mousse de fruits de mer avec du saumon fumé. C'est une bûche en fait. C'est comme en forme de bûche de Noël, mais farcie avec du saumon. L'amour se décline ainsi sous toutes ses formes, que ce soit à travers une décoration féerique, un cadeau raffiné ou un dîner gastronomique. Dans quelques heures, les rues de la ville vibreront au rythme des cœurs battants, célébrant la Saint-Valentin dans une atmosphère aussi douce qu'envoûtante. Du mouvement à la tête de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat quittera son poste de président de la Commission dans quelques jours. 3 candidats sont en lice pour lui succéder. On fait le point avec Salif Yalekoué dans ce récit. Qui remplacera Moussa Faki Mahamat à la tête de l'UA, l'Union africaine? Les chefs d'État africains se réunissent le week-end prochain à Addis Abeba pour le sommet annuel de l'Union africaine, qui désignera un nouveau président de sa commission en pleine escalade du conflit en République démocratique du Congo. 3 candidats issus de l'Afrique de l'Est sont en lice. L'opposant historique, le Kenyan Raila Odinga, à 80 ans, fait figure de favori de cette élection après avoir mené une campagne tonitruante et reçu le soutien officiel de nombreux chefs d'État, dont son président William Ruto. Engagé au début des années 1980 contre le régime de parti unique au Kenya, Raila Odinga a été détenu pendant près de 8 ans, sans procès, entre 1982 et 1991. Après un bref exil en Norvège, il est ensuite entré au Parlement kenyan lors des premières élections multipartites en 1992. Autre candidat, le ministre des Affaires étrangères de Djibouti depuis 2005, Mahamoud Ali Youssouf, est un diplomate de carrière très proche du président Ismaïla Omar Guelleh. Cet homme de 59 ans a mis l'accent sur ses compétences d'équilibriste dans une campagne menée à bas bruit. Lors d'un entretien avec l'AFP en décembre, Mahamoud Ali Youssouf avait évoqué un problème de gouvernance dans certains pays africains, évoquant notamment ceux qui ont été secoués ces dernières années par des coups d'État. Richard Andriamandrato, 55 ans, ancien ministre malgache des Affaires étrangères, quant à lui, a mené une campagne discrète après son dépôt de candidature en dernière minute en août dernier. Il a occupé le poste de chef de la diplomatie de Madagascar de mars à octobre 2022, lorsqu'il a été limogé de son poste après avoir voté une résolution à l'ONU condamnant les annexions de la Russie en Ukraine. Le Malgache a également été ministre des Finances de la Grande Île de l'océan Indien. L'élection du président de l'institution continentale se fait par vote secret à la majorité des 2/3 des États membres ayant le droit de vote. Le mandat est de 4 ans, renouvelable une fois. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.